Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de questions d'actu que nous consacrons ce soir au projet de loi sur les hydrocarbures. Le texte a été adopté hier en Conseil des ministres. Il prévoit un nouveau cadre juridique, notamment en matière contractuelle et fiscale, dans le but de promouvoir le partenariat en tant qu'option stratégique. Alors pourquoi cette loi? Le timing est-il lié à une quelconque urgence? Quelles sont les retombées de cette loi, notamment sur l'économie du pays? Et des questions et bien d'autres auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses, notamment avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder du docteur Moustapha Mekidesh. Vous êtes expert des questions énergétiques et économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous ce soir, professeur Mourad Preur, vous êtes expert pétrolier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et depuis Oran, où nous avons en direct avec nous Mohamed Saïd Broul, vous êtes expert en énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors je commence avec vous, professeur Preur, une question très simple pour entamer notre débat ce soir. Pourquoi cette loi? Bon, d'abord, une question importante. Le secteur des hydrocarbures et Sonatrach représente le poumon de l'économie nationale. Ce secteur a connu une stabilité pendant 20 ans, de 1986 à 2005. Hein? 20 ans, avec une loi, la loi 86-14, qui est une loi qui protège la souveraineté nationale et qui est une loi aussi qui a permis le développement du partenariat international, à un moment où on était en difficulté avec le terrorisme, etc. Hein? En fait, le cœur de cette loi 86-14, c'est le contrat de partage-production. Alors, pour dire les choses très simplement, c'est quoi le contrat de partage-production au Production Sharing Agreement, hein? En fait, si on prend la surface de cette salle, hein, si on considère que c'est une surface dans laquelle l'État va autoriser l'exploration, hein, l'État va délivrer un permis, une concession à Sonatrach qui est sa propriété. Sonatrach, constitutionnellement, est inaliénable, insaisissable et incessible, les fameux 3 I. Donc c'est le bras armé de l'État dans le domaine pétrolier. Donc l'État dit à Sonatrach, je vous autorise, et c'est le Conseil des ministres qui approuve le permis, je vous autorise à faire des opérations de prospection, c'est-à-dire de surface, et ensuite d'exploration, c'est-à-dire de forage, et si jamais vous découvrez, à produire. D'exploitation. D'accord. Donc, le contrat de partage-production, le permis est au nom de Sonatrach, qui est la propriété de l'État, qui peut remplacer son président quand il veut, qui peut faire tout, c'est sa propriété. Sonatrach va signer un contrat qui relève du droit commercial et non pas du droit minier, qui est le contrat de partage-production. C'est-à-dire que je vais signer avec une compagnie étrangère qui va apporter son investissement, qui va apporter sa technologie pour faire les opérations d'exploration. Si cette compagnie ne trouve rien, elle reprend ses affaires et elle part, elle a pris le risque totalement. Si cette compagnie trouve, il est juste qu'elle soit rémunérée, d'abord qu'on lui rembourse ses investissements, c'est ce qu'on appelle le cost oil, et qu'on lui accorde un profit, hein, pour le fait d'avoir risqué, d'avoir apporté sa technologie, ce qu'on appelle le profit oil. Cost oil plus profit oil ne peuvent jamais dépasser les 49% dans toute la vie du gisement. Alors les compagnies veulent que ça soit au maximum les premières années, elles veulent produire au maximum. Les ingénieurs de Sonatrach se battent pour
tirer le profil de production sur le temps, de façon à allonger la durée de vie du gisement. Et donc, c'est des négociations et c'est une bataille entre les ingénieurs, une bataille d'ingénieurs. Bien. Le contrat de partage production est dans le contrat de partage production, le partenaire étranger qui apporte sa technologie finance tout l'investissement d'exploration. Sonatrach finance zéro. D'accord? C'est le partenaire étranger qui prend tout le risque. Maintenant, s'il découvre, il sera remboursé. S'il ne découvre pas, il n'aura rien. Donc, maintenant, le partenaire étranger, pour clarifier les concepts. Allez-y. Donc, le partenaire étranger peut être tenté de gonfler ses coûts, etc. Et tout ça, c'est une bataille d'ingénieurs. Les ingénieurs de BP ou là de Total ou là de Manicharfouine, de Statoil, ils ont derrière eux toute une infrastructure, toute une technologie, des bureaux d'études. Les ingénieurs de Sonatrach se battent, je ne vais pas dire à main nue, mais ils se battent avec patriotisme, avec acharnement, pour préserver les intérêts de la nation. À ce que l'État, la nation ne soit pas lésé par cette... Maintenant, la question qui est en matière de souveraineté, dans un contrat de partage production, le partenaire étranger n'est pas propriétaire des réserves, il n'est pas propriétaire en tête de puits, il est propriétaire au point de comptage à la frontière. Quand le douanier algérien a apposé son cachet sur la transaction, que le bateau quitte ou le douanier au point de comptage des gazoducs, ou là, c'est à partir de là que le partenaire prend possession. Donc, même avec cette nouvelle loi, en termes de souveraineté, rien ne change. La nouvelle loi reprend le contrat de partage production, ce qui est une bonne chose. Hein? Donc, là, le contrat de partage production, il n'y a pas de possession de réserve, de détention de réserve par le partenaire étranger. Sonatrach facture le cost oil et le profit oil comme une dette fictive. Si jamais il y a une découverte, cette dette rentre dans la comptabilité de Sonatrach. S'il n'y a pas de découverte, il n'y a rien. Donc, pendant 20 ans, on fonctionnait avec la loi 86-14. Moi, j'ai toujours appelé au retour à la loi 86-14. Et puis, en une année, on a changé 2 fois de législation. Quand on faisait la promotion du domaine minier national, quand on appelait les partenaires étrangers à venir travailler avec nous, parce qu'il faut savoir que Sonatrach ne peut pas investir à 100%, ne doit pas. Dans le pétrole, on dit 4 fois 25, c'est supérieur à 100. C'est-à-dire que si vous avez 100, vous les répartissez dans 4 projets d'exploration. Comme ça, si 3 projets ne fonctionnent pas, le 4e va vous rembourser. Donc le partenariat, il est consubstantiel à notre industrie. Et je vais terminer. Donc, et le problème, c'est qu'en une année, on a changé 2 fois de loi. On a brouillé l'image de l'Algérie. Et puis, le plus grave encore, c'est qu'on a réintroduit le système des concessions sous une forme complexe, mais Sonatrach a perdu la main. Donc, et là, nous fonctionnons avec la loi de 2005-2007 qui a été amendée en 2013 pour être encore beaucoup plus... Donc, la nouvelle loi, c'est un réajustement, une correction de ce qui a été fait en 2005. Non, c'est une remise à plat de tout. Je l'avais dit à l'époque au ministre de l'Énergie qui m'avait consulté, je lui ai dit, monsieur le ministre, jetez par-dessus bord cette loi en 2013 quand il m'avait consulté. J'ai dit, il n'y a rien à... J'ai dit, nous le 86-14 avec des mécanismes d'écrémage des super profits, de prise en compte des petits gisements, etc. Donc là, le contrat de partage production revient. Le contrat de service à risque, c'est-à-dire que Sonatrach détient une concession et elle appelle une compagnie pour une prestation de service, mais elle prend avec elle le risque. Mais Sonatrach détient les réserves
Et sinon, on a maladroitement appelé ça concession, mais la troisième forme, Sonatrach, l'État accorde à Sonatrach un permis pour qu'elle puisse explorer toute seule où elle se débrouille, mais il n'est aucunement question que des compagnies étrangères possèdent il se dit... non. J'ai lu rapidement, j'ai pas trouvé ça, donc voilà. Bon. Alors, parole d'un expert aussi, Mustapha Mekidej, vous connaissez très bien le domaine énergétique en Algérie. Alors, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tous les systèmes économiques imposent un partenariat avec les étrangers. Moi, je pense, je voudrais ajouter à ce que disait mon ami Mourad, c'est que sous l'empire de la loi 86-14, l'Algérie, en 98, au lendemain du réajustement structurel, a été le plus grand découvreur dans le monde. Exactement, on a découvert des géants. C'est une performance qu'il faut souligner. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'effectivement, la loi 86-14 était performante. Donc, pourquoi on change une équipe qui gagne? Ça, c'est une première question. Une première problématique, il faut retourner à l'histoire pour pouvoir en discuter. Ceci dit, je pense qu'il y a ce qui est intervenu en 2014, avec la chute brutale des prix pétroliers et puis l'irruption des hydrocarbures de schiste massivement aux États-Unis, qui a changé à la fois la donne en termes de valorisation internationale des hydrocarbures, à la fois en termes de quantité mise sur le marché, et également en termes de prix. Et le système donc, qui a été révisé, donc la loi qui a été révisée donc, en 2013, donc un an avant la crise, donc de l'avis de la Sonatrach, n'a pas produit d'effet significatif, positif sur finalement l'optimisation du partenariat qu'elle devait induire. L'échec des appels d'offres. Et ça, Sonatrach a donné des chiffres que vous avez sans doute sur 67, je crois, périmètres ou 19 appels d'offres et 13 uniquement qui ont abouti. Elle a pu donc obtenir que 19 offres, et sur ces 19 offres, seulement 13 ont été signés. C'est très peu. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une situation extrêmement délicate du point de vue des quantités. Des quantités donc à la fois d'hydrocarbures liquides et gazeux qui diminuaient depuis 2007. Et par la même absolument. Et en plus, donc déjà les contrats signés, j'ai entendu ça donc de la part du vice-président de Business Development de la Sonatrach dans une émission sur la télévision en langue nationale hier. Il disait donc c'est sur l'ensemble des contrats qui sont en activité. Donc, on a épuisé 60% d'hydrocarbures. Il ne reste plus que 40%. C'est-à-dire que les perspectives d'épuisement, d'épuisement des quantités que va découvrir et ensuite produire Sonatrach posent vraiment problème. Par conséquent, la nécessité de changer de loi, elle est évidente. Elle est claire. C'est-à-dire que le système, la loi actuelle, je parle de la loi telle qu'elle est en vigueur maintenant, donc n'a pas produit d'effet, il va falloir la changer. Ça, c'est une... elle a changé aussi pour une autre raison, parce que Sonatrach n'a pas, et elle a fait un communiqué une semaine avant que le texte de loi ne soit donc sorti des tiroirs du gouvernement pour dire on a une nouvelle loi. Donc Sonatrach a émis donc un communiqué, ce qui est assez inédit, disant moi Sonatrach, en tant qu'opérateur national, je ne suis pas en mesure de financer l'ensemble des opérations de développement de mes gisements, à la fois sur le plan de mes insuffisances, elle le reconnaît, en matière ou de ses déficits en matière technologique et en matière financière. Ça, donc, ça c'est clair, et elle a assumé cela. Donc, elle dit, moi tout seul, je ne peux pas donc continuer à assurer mes missions, à la fois donc de couvrir le marché national sur le plan de l'énergie,
gaz et liquide, mais en plus, donc, ça devient problématique d'assurer une exportation significative chez nos clients. Pour résumer, c'est une question de sécurité énergétique. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc ça a été posé, et ce problème avait été posé d'ailleurs de façon non formelle par les managements de Sonatrach depuis déjà plusieurs années, et il n'y a pas eu de réponse. Donc ça c'est le contexte. Mais ceci dit, si vous voulez, le timing, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y réponds quand même, le timing est inapproprié pour une nouvelle loi maintenant dans ces conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a donc un contexte politique et un contexte, si vous voulez, de demande de changement de la part du mouvement social qui bute sur cette question encore, et sur laquelle il va falloir obtenir une plus grande légitimité pour pouvoir la mettre en œuvre. Mais s'il y a urgence, faut-il être conditionné par la situation alors ça, c'est une bonne question. Je vais vous répondre. C'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'il y avait urgence? Justement, est-ce qu'il y avait urgence donc, à tout de suite dire qu'il y a une loi qui prend en charge ces attentes de notre opérateur pétrolier national pour pouvoir couvrir une demande qui explose sur le plan du gaz et également donc, des contrats, si vous voulez, de vente de gaz à nos clients européens notamment qu'il va falloir honorer, et en même temps on arrive, si vous voulez, à plus de la moitié, donc à 40% de la fin des contrats qui sont en cours en exploitation et en production. Alors ça, est-ce qu'il y avait une urgence aussi grande pour pouvoir dire maintenant on sort une loi alors que le contexte politique ne s'y prête pas? Et deuxièmement, l'autre argument pour dire qu'il n'y avait pas le feu au lac, comme disent les Suisses. Donc il n'y avait pas le feu au lac parce que de toute manière les partenaires étrangers ne viendront pas dans une situation où les institutions légitimes politiques, je pense au président de la République, je pense donc au Parlement, etc., ne sont pas encore en place, où la visibilité pour leur investissement, qui va durer une décennie ou plus, donc qui va les engager sur une décennie au plus, n'est pas claire. Donc c'est pour ça que, du point de vue du timing, c'était inapproprié. Il n'en reste pas moins que la question de la révision de la loi sur les hydrocarbures, pour avoir une loi qui tienne compte à la fois du nouveau contexte énergétique créé depuis 2014, et qui nous menace non plus maintenant sur les prix uniquement, comme ça a été dans la crise de 86, où lorsque nous avons eu donc les prix qui ont augmenté, on a retrouvé des quantités à exporter, puisque nous avons été en 90. On est dans une situation plus grave parce que les quantités baissent et posent problème, alors que nos réserves de change d'ici 2023 vont poser également un autre type de problème. Alors, je me tourne vers Mohamed Saïd Bouroul, je rappelle, expert des questions énergétiques et pétrolières, gazières notamment. Vous êtes avec nous en direct depuis Oran par duplex. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je vous pose la même question autour de l'urgence de revoir un peu cette loi. Alors, on vient d'écouter Mourad Preur qui parle de la 86-14. C'est aussi l'avis de M. Mustafa Mekidash. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas répondre à ce qu'ils ont dit mes amis, mais bon, retour à la 86-14, ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes résultats contre la 86 et, disons, 2005. La loi qui a été prévue pour 2019 veut être comme la 94 sur le plan, disons, juridique, il n'y a pas de problème, mais sur le plan résultat, je ne pense pas personnellement qu'on va arriver à refaire l'histoire. La 86-14, ouais, c'est ça. Elle a fait donc, venir 76 PSC, 76 contrats de recherche et prospection. On a foré avec des partenariats 30 puits par an, donc il n'y a pas beaucoup de forage. Et on a découvert 2 milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc, on a fait en 2005, on a fait la 05-07, on a voulu améliorer, mais on a foré 70 puits, ça fait 2 fois plus par an.
nous avons découvert 1,4 milliard de tonnes équivalent pétrole et nous avons eu 9 contrats PSC. On a voulu améliorer, donc on a fait le 1301 en 2013. Nous avons drainé 4 PSC, dont un de Sonatrach, donc 3 partenaires étrangers. Nous avons découvert un peu moins de 1 milliard de tonnes équivalent pétrole et, tenez-vous bien, nous avons foré 100 puits par an. Donc, on voit qu'il y a une chute des découvertes, des réserves découvertes, un recul du partenariat et une augmentation des forages. Et problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, le domaine minier algérien est devenu mature. En 86, la loi 86-14, comme disait M. Bikidej, c'est vrai, en 94-95, l'Algérie a été classée premier pays au monde en matière de découverte. Ça, tout le monde le sait. Mais je ne pense pas qu'une loi quelconque, qu'elle soit 2019 ou 2020, puisse refaire l'histoire. Parce que le domaine minier algérien a atteint un degré de maturité que personne ne peut nier. Les blocs qu'on met en promotion, le prochain appel d'offres, par exemple le 5e appel d'offres, éventuellement après la loi, éventuelle, il va drainer quoi? Il va drainer des petites compagnies qui n'ont pas un grand appétit, qui vont aller vers les petits blocs, parce que les blocs qu'on va promouvoir, ce sont des blocs, des rendus des partenaires, c'est-à-dire des blocs avec une cotation faible. C'est des blocs où Sonatrach n'opère pas. Donc, quel est le major? Le major, qui est la compagnie entre Exxon, Total, BP et Shell, qui va venir en Algérie pour explorer des petits blocs dont Sonatrach se désiste et pour découvrir des petits volumes. Tenez-vous bien, parce que nous découvrons chaque année, aujourd'hui, 26-30 découvertes par an. Si vous sommez les volumes découverts entre pétrole et gaz, c'est l'équivalent d'une découverte en 1986-90. Donc il y a un problème de maturité du domaine minier algérien qui ne veut pas drainer autant de partenaires qu'on le pense. Okay? Parce que si vous prenez les majors, actuellement tous les majors sont aux États-Unis sur les schistes. Le schiste actuellement, il est plus rentable que certains blocs chez nous. Parce qu'ils ont réduit les coûts de 40 à 50%. Et l'innovation technologique aux États-Unis, elle a pratiquement explosé. Donc les États-Unis, certains zones comme le Permien de l'Ouest Texas, le baril, plutôt le pétrole, il est plus rentable que chez nous. Parce que actuellement, les États-Unis produisent presque 12 ou 11,8 millions de barils jour. Il ne faut pas oublier que 66% de la production américaine vient du schiste aujourd'hui. Donc il est plus intéressant pour les majors d'aller vers les États-Unis pour faire le gaz de schiste que de venir, plutôt le pétrole de schiste, que de venir explorer en Algérie, parce que le domaine minier algérien, maintenant, il n'est plus attractif au point où il était en 86. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a timing, urgence. Ce n'est pas une question de loi. La 1301, elle n'est pas responsable de la situation actuelle. C'était la loi la plus décevante, mais elle n'est pas responsable la situation actuelle. Elle est tombée d'abord à la butée contre le choc de 2014. Je dis entre guillemets, elle n'a pas de chance. Et puis, elle est tombée sur une période conjoncturelle où les blocs algériens sont devenus, disons, risqués. Et même Sonatrach, avec son expérience, et je salue l'expérience de Sonatrach, elle n'a pas pu régénérer les réserves. Chaque année, on découvre, mais le taux de renouvellement des réserves chez nous, il ne faut pas l'oublier, il ne dépasse pas 30%. Donc, ça a donné une chute de la production de 18% depuis 2007. Ça a donné une chute donc, des exportations de 30% depuis, disons, 2007-2008. Ça a donné une érosion des réserves de change de 40% depuis 2014. Donc, ce n'est pas une loi qui va redresser tout ça. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas qu'une loi, je ne dis pas qu'elle n'est pas opportune ou bien, je ne pense pas qu'une loi, quel que soit le timing, elle ne peut pas rapidement, monsieur redresser Saïd Brohel, toutes les courbes descendantes. À mon avis, il faut penser à une meilleure vision d'exploration, forer moins, savoir forer et découvrir plus, et investir dans les champs
qui nous permettent de récupérer avec Hassim Saoud, par exemple, si vous augmentez de 2% le taux de Monsieur récupération Borol, de pour Hassim résumer, Saoud, donc, vous proposez vous allez des solutions qui avoir doivent au moins être... 500 millions de barils, c'est mieux que d'explorer pendant 10 ans. Et tout Donc, ça c'est doit pas une question être... de loi. La loi, Merci, c'est pas monsieur une Saïd baguette Borol. magique. Merci, monsieur Saïd Borol. Je présume que tout ça doit être régi par un cadre réglementaire, Mourad Bon, Traoré. d'abord, Ce qu'il est proposé dans cette nouvelle loi. Bon, d'abord, il y a quelques... Mon ami Saïd Borol, les explorateurs raisonnent sur des échelles de centaines de millions d'années. Et dans notre métier, les géologues qui raisonnent sur des échelles de centaines de millions d'années sont connus pour leur pessimisme. Hein. Bon, mais nous les écoutons parce que c'est leur pessimisme qui nous amène à être plus prudents. Hein. Dire que nous avons des gisements, des bassins qui sont matures. Le bassin de Berkine, Hassim Saoud, Hassermel, mais il faut pondérer cela. Mais on ne peut pas dire que le domaine minier algérien est mature. À mon avis, ça nécessite 40% du domaine minier a été exploré, donc il y a 60%, on ne sait pas trop ce que ça peut contenir comme bonne surprise. Maintenant, quant à... je le rejoins quand il dit que la récupération assistée, l'augmentation. Lorsqu'on a découvert Hassim Saoud, il y avait 50 milliards de réserves en place. On a consommé 15% du gisement, des réserves du gisement de Hassim Saoud, avec un taux de récupération de 26 à 27%. Si on augmente le taux de récupération de Hassim Saoud de 3-4%, ce qui est tout à fait possible, on a plusieurs décennies de pétrole. La récupération assistée, l'augmentation du taux de récupération dans nos gisements, c'est notre ressource la plus sûre. Ceci ne veut pas dire que l'exploration doit être délaissée, y compris dans des zones frontières. Si on est arrivé à produire des pétroles de schiste où le plafond, le plateau de production, il est de 4 ans. Au bout de la première année, la production baisse et on arrive à rentabiliser cela, c'est qu'on peut, des petits gisements peuvent être conventionnels algériens, peuvent donner de bons résultats. Maintenant, quant au schiste, le gain des coûts, le progrès technique a permis des gains en coûts de production de 35%, pardon, depuis... le consensus des experts dit que seul le 33% de ces gains de coûts techniques, aujourd'hui dans le Dakota du Sud, les coûts de production sont autour de 25 $ le baril. La médiane des coûts de production aux États-Unis, elle tourne autour des 40 $ le baril. Mais le consensus des experts pense que seulement le tiers de ces gains de coûts est irréversible. Alors, ceci étant dit, les États-Unis, c'est l'Information Energy Agency qui le dit. C'est 55 milliards de barils de réserve. L'Algérie, c'est 12 milliards. C'est quand même, ils ne vont pas casser la baraque avec ce qu'ils ont comme réserve. Alors, professeur je vais revenir... c'était juste pour vulgariser un peu. Bon, là, c'est un débat d'experts. On comprend que les détails échappent plus ou moins aux téléspectateurs qui nous regardent, juste pour le mettre dans une situation où il est rassuré par rapport à ce qui se passe. Moi, c'est mon objectif. Et donc, il faut mettre je mets les pieds dans le plat. C'est trop sérieux, ces histoires-là. On a, en 2013, l'investissement en exploration-production dans le monde avait atteint un pic historique de 721 milliards de dollars. Entre 2005 et 2013, l'investissement en exploration-production dans le monde était sur une tendance haussière, jusqu'à atteindre 721 milliards de dollars. Nous n'avons pas bénéficié de cet âge d'or de l'exploration dans le monde. Tout ça parce que la loi de 2005, amendée en 2006, en 2005, Sonatrach avait droit à 33%.
Des patriotes se sont levés, ils ont dit c'est pas possible, 33% amendement ou lettre 51%. Mais dans l'affaire, Sonatrach est obligé d'investir, alors que dans le contrat de partage production, elle n'investit pas. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'effort d'exploration en association, il est de 7% en 2016 et de 6% en 2017. Sonatrach est en train d'assurer toute seule l'effort d'exploration. Alors, quand je dis je mets les pieds dans le plat, parce qu'il faut maintenir le niveau d'exportation pour oxygéner l'économie nationale, qui ne s'est pas diversifiée, c'est pas de la faute à Sonatrach. C'est pas parce qu'il faut satisfaire la demande interne qui est boulimique, parce que notre pays ne s'est pas engagé dans la transition énergétique. Je peux participer au débat. Vous allez avoir la parole, monsieur. Je termine. Les renouvelables, c'est seulement 0,2% de notre consommation énergétique. Alors que chaque kilomètre carré de l'Algérie, il peut produire 2000 kWh. On est une pile électrique à ciel ouvert, 3500 heures d'exposition sur 86% du territoire national. Au lieu de nous engager dans la transition énergétique, développer les énergies vertes, on a essoré nos gisements. Il faut appeler un chat. Subhanallah. Alors, on a réduit le cyclage vers Hassermel, on a détourné le gaz qui était réinjecté à Hassim Saoud pour l'exporter. Les partenaires ne sont pas venus, l'investissement s'est effondré. Et bon, 15 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la production qui baisse, vous avez les exportations qui baissent, et vous avez la demande qui explose. Il y a 5% Il faut trouver par an. Une solution. Et donc, la question, c'est que on risque de disparaître comme exportateur si on continue à ce rythme-là. Et au jour d'aujourd'hui, on est sur la loi 2005-2007 avec ces amendements de 2013, une loi qui n'intéresse personne, qui est complètement compliquée, qui ne protège pas la souveraineté. Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'il va falloir... Et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y avait pas urgence imminente à sortir cette loi. En plus, si vous voulez, des contraintes d'ordre politique. Trop sérieux, cette histoire-là. C'était parce qu'il fallait peut-être, comme le dit Mourad, contextualiser la question de l'énergie et non pas la voir uniquement à l'aune productiviste de pétrole et de gaz pour exporter et avoir, si vous voulez, sur le plan des recettes devises, suffisamment pour alimenter la pompe, d'ailleurs, d'un certain nombre d'investissements qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Par conséquent, donc, comment contextualiser? Ça pourrait prendre la forme, d'abord, si vous voulez, donc d'une loi organique sur la transition énergétique qui intégrerait l'ensemble des volets suivants. Celui des énergies renouvelables, parce qu'à l'évidence, donc, dans les systèmes décentralisés, le photovoltaïque devient une énergie compétitive, les coûts sont descendus très vite, en attendant que sur le plan du concentré solaire, ça avance. La question relative également donc, à la rationalisation de la consommation d'énergie, car il y a un gaspillage énorme, et on pourrait produire du pétrole en essayant d'en consommer moins. Et le troisième aspect, d'encadrer également les conditions dans lesquelles on va aller à l'exploitation à la fois des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, même si le sujet fâche. Il va falloir à un moment donné, pour des questions de sécurité nationale, alimenter nos centrales électriques. Et les derniers chiffres, moi j'ai été horrifié, dans nos derniers séminaires que nous avons fait au Club Énergie, on disait qu'à partir de 2030, il y aura donc un choix à faire entre exporter une partie le gaz ou bien le consommer sur le plan interne, parce que la consommation est très importante. Or maintenant, je viens d'entendre, donc c'est à vérifier, mais je pense que c'est à partir de 2025 que cette préoccupation se pose maintenant. Par conséquent, donc la contrainte se resserre sur le plan, si vous voulez, de la sécurité de notre approvisionnement en gaz et en produits raffinés pour notre propre outil national et pour nos propres ménages. Et donc ça pose un vrai problème. Quant à l'aspect, pour pouvoir dégager donc une rente, pour pouvoir financer l'économie, ça reste également un autre type de problème, parce que
à 2023, on aura probablement donc une situation où nos réserves de change vont fondre. Il faut qu'on trouve une solution. Par contre, c'est un problème vraiment qu'il faut contextualiser. Et donc, on ne peut pas sortir donc, un texte comme ça, si vous voulez, il faut quand même le dire, sur le plan de la souveraineté, dans son article 8, dans son article 5, donc maintient la souveraineté de l'Algérie sur ses gisements, ça y a pas de... Donc le problème de la souveraineté est réglé. Que ce problème, il faut quand même donc savoir raison garder, ne pas dire n'importe quoi et ne pas faire. Je vous dis ça par rapport à l'exploitation absolument. politique de la question. Il faut maintenir. Ou bien donc. Et sur cet aspect, moi je suis partisan d'avoir un vrai débat national sur les questions de la transition énergétique qui devrait aboutir à terme, en impliquant à la fois la société civile, les experts, les opérateurs concernés, les pouvoirs publics, et que ça passe par une loi dans une assemblée populaire nationale qui soit légitime et qui va définir, si vous voulez, les conditions dans lesquelles on va avoir ensuite des lois particulières sur les énergies renouvelables, sur les hydrocarbures et sur la rationalisation de la consommation énergétique, parce que c'est un véritable crime que de continuer à gaspiller une ressource dont on sait qu'elle va nous manquer dans les 5 ou la prochaine décennie. Alors, Mohamed Saïd Bouroul, depuis Oran, l'une des questions très importantes autour de ce débat concernant la loi sur le nouveau texte de loi sur les hydrocarbures, enfin il est en projet de loi. Alors il y a baisse du volume de production et l'augmentation croissante de la consommation nationale qu'il faut équilibrer. Comment la voyez-vous? On ne peut pas arrêter l'augmentation de la consommation nationale. Elle augmente de 7% par an. Donc on ne peut pas l'arrêter, c'est légitime, c'est un droit. La question, d'où ramenons-nous du pétrole et du gaz pour le maintenir? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, disons, assurer la pérennité donc, du marché intérieur? À mon avis, il faut penser, donc, disons, comme disaient mes amis, à économiser un peu de gaz, parce que le gaz, nous avons un mix électrique pratiquement 100% gaz. Avec les renouvelables, on peut, à la rigueur, aider, donc, dans ce sens, le gaz à être consommé un peu moins. On ne peut pas faire autrement. En parallèle, on doit faire un plan gaz. On a fait déjà des années 90 un plan gaz pour chercher du gaz, pour essayer au moins de découvrir les volumes consommés annuellement. C'est-à-dire qu'il faut chercher un ratio égal à peu près 1. Le gaz conventionnel, je ne parle pas du gaz non conventionnel, parce que nous avons encore du gaz conventionnel à découvrir. La Sonatrach, elle peut le faire seule, sans partenariat. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est comme si Sonatrach n'existe pas, elle n'a ni sous ni expertise, et voilà qu'elle est en train de dire on va faire appel au partenariat pour redresser toutes les droites donc, qui sont descendantes. Moi, je pense que nous avons encore du gaz jusqu'en 2030. Si j'ai bien compris, on n'a pas besoin de partenariat. C'est vrai, on a entendu, mais ce n'est pas parce que ça colle avec certaines déclarations que ça va être pris comme étant du copier-coller. Ce sont mes travaux personnels. En 2030, on doit penser à arrêter ces exportations. Et là, nous allons aider notre marché national jusqu'en 2045, jusqu'en 2050. C'est sûr. Notre marché local ne manquera jamais de gaz avant 2050 ou 2045. Chiffre à l'appui. Ça, c'est une solution. Mais pour les exportations, il faut essayer donc, de renouveler un peu les réserves pour, disons, booster les exportations. Sinon, on va arrêter les exportations en 2035 au maximum. On va arrêter en 2035 les exportations. On va avoir un problème, donc, comme la Malaisie en pétrole, qui n'arrive pas à satisfaire les marchés extérieurs, donc elle a quitté l'OPEP. Nous, ça va être le gaz. Donc voilà le marché intérieur. Il faut donc être, disons, serein. Il ne manquera jamais de gaz. Ce qui va manquer de gaz, ce sont les partenaires européens et un troisième client
que tout le monde oublie, ce sont les gisements. Le gisement consomme 30% de gaz, on consomme 30%, et on exporte 40%. Donc voilà un peu mon point de vue. Merci, M. Saïd Bouroul. Alors, je vous donne la parole. Alors, bon, il y a une question importante. Je disais que ce qui devait être fait il y a 15 ans n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous en payons le prix, nous en voyons les conséquences. Un système pétrolier, c'est comme si on comparait un hors-bord à un paquebot. Vous ne pouvez pas manœuvrer un paquebot comme vous manœuvrez un hors-bord. C'est un système qui est lourd, qui a beaucoup d'inertie. Et nous sommes en train de payer les conséquences de ce qui n'a pas été fait il y a 15 ans. Ça veut dire que ce que nous ferons aujourd'hui ne va pas avoir d'effet demain matin. D'accord? Tous les changements qu'on pourrait apporter. Hein? Donc, il faut raison garder. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous vivons une situation extrêmement difficile, extrêmement précaire sur le plan énergétique. D'abord, notre demande, elle est essentiellement satisfaite par le gaz et par le pétrole. Il y a une explosion de cette demande. Les renouvelables dans le monde, c'est 14% du bilan énergétique mondial, de la consommation énergétique mondiale. En Algérie, c'est 0,2%. En Europe, ils sont en train d'aller vers les 20%. Ils ont moins de soleil que nous. C'est un objectif. Oui, mais ils ont moins de soleil que nous. Donc, il y a un sérieux problème. Et tous ces problèmes énergétiques reposent sur les épaules de Sonatrach. Parce qu'elle est obligée de satisfaire la demande interne. Vous imaginez demain s'il n'y a pas d'essence dans les stations-service. Ou s'il n'y a pas de GPL, de bouteilles à gaz, ou s'il n'y a pas de gaz pour les cuisinières de nos sœurs algériennes pour faire leur magnifique cuisine. Donc, Sonatrach est obligé de satisfaire la demande. Les centrales électriques fonctionnent au gaz. Et il faut savoir qu'une centrale électrique a une autonomie de 18 heures. Il y a le gaz qui est dans les tuyaux. Qui يحبس هذاك الغاز تحبس la centrale électrique. Et c'est tout le système électrique national qui a une évolution chaotique. Mais est-ce que... d'un autre côté, Sonatrach doit apporter les moyens financiers pour sortir notre pays de la crise. C'est une situation intenable. Il nous faut la regarder comme cela. Mais est-ce que ce projet de loi apporte justement des réponses à ce genre de préoccupations? C'est une vision, si vous permettez. Peut-être rapidement, je vous redonne la parole. Le projet de loi ne va pas avoir des effets demain. De toute façon, on est dans une situation délicate. Hein. C'est-à-dire que les compagnies ne vont pas venir demain pour... Maintenant, le problème, c'est qu'on est sous le régime de la loi 2005-2007 et de ses amendements de 2013. 2014, oui. Et il faut savoir que notre production vient de la loi 86-14. Parce que la loi de 2005, elle n'a pas donné grand-chose. Donc il faut absolument que l'on revoie les choses. D'un autre côté, l'Algérie, elle est concurrencée violemment sur le marché gazier européen par des concurrents importants. Non, mais pour rester dans le sujet, les États-Unis, etc. Non, je termine, Bark. Les États-Unis qui arrivent, etc. Et elle n'a pas de volume pour défendre ses parts de marché. Elle n'a pas de volume. Parce que ses exportations baissent. Nous consommons 40 milliards de mètres cubes. Nous exportons 54. On va consommer 50 milliards de mètres cubes en 2030. C'est-à-dire qu'on n'aura rien à exporter. Donc cette pression sur Sonatrach, il faut qu'elle soit prise en compte. Et résorbée. Allez-y. Je peux avoir la parole maintenant? Allez-y, oui. C'est à vous. Alors ce que je voulais dire, c'est que moi je partage tout à fait ce que disait Mourad sur le pessimisme de notre ami oranais, notre ami non moins collègue du secteur, qui vraiment, à mon avis, moi je pense que c'est une vision
trop pessimiste. Mais ceci dit, lorsqu'il envisage l'hypothèse d'arrêter tout de suite les exportations, ce que dit notre ami, c'est dire, donc, compte tenu de la situation, de la maturité de notre domaine minier, notamment pour le gaz, il va falloir dès maintenant, donc dit-il, diminuer donc les rythmes et les quantités à l'export. C'est-à-dire que le problème déjà se pose. Et arrêter les exportations pose un vrai problème, lui alors macroéconomique et macrofinancier, très très grave. C'est celui du financement par nos recettes extérieures de notre économie, alors qu'on n'a pas allumé d'autres moteurs de la croissance qui produisent des recettes extérieures. Quel est le maximum d'exportation hors hydrocarbures qu'on réalise depuis des décennies? Le plafond de verre, 2 milliards de dollars. Et en plus, on met en place, et je l'ai déjà dit lors d'une dernière conférence à l'INESC, on met en place, si vous voulez, des filières industrielles, notamment dans les industries de l'automobile, de l'électroménager, etc., qui consomment des devises et ne sont pas ouvertes dans des world scale, dans des dimensions où elles peuvent exporter à l'international. Elles vont consommer des devises. Ces devises, d'où elles viennent? Elles viennent d'un secteur pétrolier qui, lui, produit un volume qui est en voie d'extinction. Et de plus en plus. Alors, par conséquent, c'est tout le paradigme économique qu'il faut revoir. Et c'est pour ça que, si on reste dans le domaine de l'énergie, qu'il faut encadrer, si vous voulez, l'ensemble de ces problématiques qu'on vient d'évoquer et que vient d'évoquer à juste titre notre ami à partir d'Oran, donc dans une loi cadre organique qui intègre le modèle énergétique, le modèle de production énergétique à long terme, et le modèle de consommation énergétique. Dit-il, il a tout à fait raison de souligner, je partage donc sa proposition de dire, finalement, allons donc faire de l'économie en matière de gaz naturel en développant des systèmes décentralisés d'énergie renouvelable. Donc ça permettra donc de générer de l'électricité et de faire une pression moindre sur Par exemple, une des initiatives de Sonatrach de passer donc à l'énergie solaire l'ensemble de ces installations de production est une bonne chose. Il faut aller donc plus loin. C'est pour ça qu'il faut une loi qui permette à la fois d'examiner donc la rationalisation de la consommation. On consomme du gaz donc lorsqu'on laisse donc son climatiseur au mois d'octobre ouvert toute la nuit, ou bien lorsqu'on laisse l'électricité. Donc tout ça donc, doit être examiné de façon plus globale. Et une loi organique sur la transition énergétique est, de mon point de vue, elle, par conséquent, nécessaire et doit être. Et pour qu'on puisse et juste un point pour terminer, et pour qu'on puisse la mettre en place, il faut qu'il y ait un consensus national sur cette question. Du coup, donc, y compris d'ailleurs la problématique d'avoir accès à des formes non conventionnelles de gaz, si la sécurité du pays l'exige. Et juste une anecdote pour terminer sur ce point. Rapidement, parce qu'il nous reste des points à aborder. Donc, hier, je lisais dans le journal que notre ambassadeur au Nigeria terminait ses fonctions et il a été reçu par le président de la République du Nigeria. Et j'étais très content de voir dans le journal que le président du Nigeria donc, lui a demandé, donc, à l'occasion de sa visite d'adieu, où en est le projet de gazoduc entre l'Algérie et le Nigeria et la fibre optique. Et je pense que ce projet-là peut nous permettre, en tant que pays de transit, de bénéficier de quantités de gaz qui viendraient du Nigeria. Et ce n'est pas uniquement un rêve. Et je pense que probablement, c'est une des voies aussi, parce qu'on sera amené à chercher notre gaz. Mourad Pror, vous qui connaissez très bien un peu les questions liées au marché énergétique, pétrolier et gazier, alors cette loi, la nouvelle loi, propose des changements notamment sur le plan de la fiscalité. Alors un système fiscal très contraignant par rapport à la loi qui existe aujourd'hui ou qui est en vigueur. C'est-à-dire il est plus contraignant, très certainement. Bon, le système fiscal se veut plus adapté au cas par cas, c'est-à-dire les petits gisements, il y a beaucoup de petits gisements à découvrir, il y a des gisements où il n'y a pas d'infrastructure et donc le risque géologique est important. Le partenaire étranger n'est ni un ami ni un frère, il vient pour gagner de l'argent. Et donc, si vous lui faites appel, c'est parce que vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier.
Vous voulez partager le risque avec lui. Il faut qu'il gagne. Maintenant, on ne connaît pas encore les détails de la fiscalité, donc on ne peut pas en parler dans les détails. Hein. Je pense que c'est un travail qui doit être fait avec beaucoup de soin, de façon à ce que l'intérêt national soit préservé. Et qu'est-ce qui se fait en vigueur à l'étranger, dans d'autres pays? Bon, il y a la taxe superficiaire, la taxe sur la surface, il y a la redevance, il y a l'impôt pétrolier, hein, et il y a l'impôt sur les résultats. D'accord? Donc c'est à peu près ce qui... considérant que le détenteur du permis, c'est Sonatrach. D'accord? C'est Sonatrach qui est le détenteur du permis. Donc, elle paye ses taxes et elle les prélève, elle les enlève, elle les soustrait au cost oil et au profit oil qu'elle paye aux partenaires étrangers. D'accord? Les aspects fiscaux doivent être abordés avec un très grand soin, à mon avis. Mais l'aspect le plus fondamental, c'est que la souveraineté soit préservée. C'est que le partenaire étranger ne détienne pas de permis, ne détienne pas de concession, comme c'était le cas et comme c'est le cas aujourd'hui avec la loi de 2005-2007. C'est indiqué dans l'article 5. Oui. Et je voulais juste sur le plan fiscal. Donc cette loi, c'est une correction par rapport à la question. C'est une correction. Par rapport aux questions. Le permis, le terme concession, il rappelle l'histoire militante. Bon, on parle de permis. Et le permis est délivré à Sonatrach. Propriété inaliénable, incessible, insaisissable. Allah Ibarak. Sonatrach, oui. Le contrat de partage production, Sonatrach partage le risque. Quand Sonatrach peut faire seule, elle prend le permis toute seule. Je vous dis ça pour corriger un peu ce qui se dit dans certains médias. Elle prend le permis toute seule. Je voulais dire davantage, c'est l'article 180 qui maintenant remet Sonatrach comme étant celle qui paye l'impôt sur le revenu pétrolier, sur le revenu des hydrocarbures. Alors qu'avant, donc, c'était une demande, si vous voulez, de l'ensemble des partenaires de la Sonatrach. Nous, on a une bureaucratie tellement importante, on ne sait plus à quoi s'en tenir, que Sonatrach, comme dans le passé, reste, elle, qui prend en charge, si vous voulez, le paiement de cette... Et j'ajoute une chose. C'est-à-dire, on s'est mis dans une situation la plus impensable possible. Quand l'investissement dans l'exploration-production dans le monde était à son apogée, on a compliqué la législation. On a fait fuir tout le monde. Aujourd'hui, depuis 2014 à aujourd'hui, l'investissement du fait de la baisse des prix du pétrole a baissé de 1000 milliards de dollars. Et il y a beaucoup de pays producteurs qui se battent pour attirer les compagnies pétrolières. Parce que ça, c'est un aspect important. Donc, on se retrouve en compétition avec des pays qui, des fois, ils ne sont pas très regardants sur leur souveraineté. Donc, il faut qu'on fasse des arbitrages très sévères en matière de législation pétrolière, de telle sorte que la souveraineté ne soit pas compromise, hein, mais de telle sorte aussi qu'on attire des partenaires étrangers. D'accord. Et surtout, je termine sur cela, de telle sorte que l'on donne à Sonatrach les conditions de son expansion. Parce que la puissance pétrolière des pays producteurs, la puissance pétrolière de l'Algérie, elle réside dans la puissance de Sonatrach et non plus dans le niveau de ses réserves et de ses productions. La France n'a pas une goutte de pétrole sous les pieds. Elle a un major... donc c'est là où on peut avancer. C'est en renforçant Sonatrach sur le plan managérial, technologique, son articulation avec les universités. Il faut qu'elle puisse détenir des réserves en international. C'est tout un projet qui doit être, comme disait Mustapha, conjugué avec une loi sur la transition énergétique, globalement. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, professeur Mourad Pror. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier pour tous ces éclairages. Merci à vous également, docteur Mustapha Mekidash, expert des questions énergétiques et économiques.
Merci à vous également, Monsieur Mohamed Saïd Broul, expert pétrolier, ancien haut fonctionnaire de la Sonatrach. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.